Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On fait un tour d'abord du côté du programme avec d'abord le Focus. Le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur notre rapport aux écrans. Et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Très contente bien sûr de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la fin du monde Philippine. Oh non, et oui, puisqu'actuellement à la Bibliothèque de France à Paris, on peut voir une exposition sur l'Apocalypse, autrement connu sous le nom de 5e évangile du futur. Comment envisageait-on demain quand c'était hier? On se pose la question tout à l'heure. Ceci est donc peut-être la dernière émission que nous allons tourner ensemble. Probablement. Mon Dieu, Jeanne. Bon, en attendant, on va parler de notre sujet du jour. L'intelligence artificielle transforme déjà nos vies, nos métiers, notre manière d'accéder à l'information. Mais qu'en est-il de notre manière d'apprendre? Alors que s'est ouvert il y a quelques jours seulement le sommet pour l'intelligence artificielle en France, les plus grands acteurs du numérique, des chercheurs, des enseignants, des entreprises aussi débattent des enjeux de cette révolution. Mais concrètement, qu'en est-il en matière d'intelligence artificielle éducative? Quelles sont aussi les questions éthiques qui se posent et surtout quel sera l'impact de cette technologie pour nos enfants et nos enseignants? On en parle avec notre invitée du jour, Catherine de Villepière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Évidence B. Je suis très contente de vous recevoir. Merci d'être parmi nous. On en parle dans un instant, juste après le Focus. D'abord, donc, on regarde ensemble un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran, qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. On découvre ça tout de suite. Houston, on a un problème! C'est incroyable tous ces gens qui s'intéressent à moi. Bon, faut dire que je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel. Si tu reçois autant de messages, c'est sûrement que tu t'es fait pirater. Mais non! Attends, regarde ce message de Cynthia. Erwan, j'espère que tout va bien, on sera toujours là pour toi. Tu t'es fait pirater. Et ben voilà, j'ai reçu la même arnaque. Ça dit que tu t'es fait agresser et qu'il faut t'envoyer de l'argent. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire? Bah d'abord, tu signales le faux profil. La plupart des réseaux sociaux proposent cette fonction. Et ensuite, t'envoies un message à tous tes contacts pour les prévenir et les rassurer. Ok, ça marche. Eh mais attends, ça se trouve, j'ai un homonyme? Bah ouais, un homonyme avec les mêmes amis. C'est super crédible. Bah. Quand vous surfez, pensez à activer vos dispositifs de sécurité. Restez vigilants sur l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Les pirates peuvent se faire passer pour vous ou un organisme officiel pour soutirer de l'argent par tous les moyens possibles, en instaurant un faux climat de confiance. L'usurpation d'identité est un délit pénal. Si on cherchait nos homonymes sur Internet... Ah, il est bizarre celui-là. Ah, celui aussi là. Reviens en arrière, là. Ah, il est pas mal, ça, Tawa. Oh, mon roudoudou. Faut pas te vexer. Allez, autre chose. Maintenant, l'École du Futur s'inscrit tous les jours et elle s'écrit notamment sur School TV. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui promet de révolutionner l'éducation avec la personnalisation. Vous le savez, on en parle régulièrement ici, des apprentissages, l'assistance aux enseignants, la détection des difficultés des élèves. Mais entre promesses et réalité, où est-ce qu'on en est vraiment? Alors que c'est ouvert en début de semaine, justement, le sommet l'intelligence artificielle en France, la question se pose. Ben oui, comment intégrer cette technologie dans nos écoles, à la fois de manière éthique et surtout efficace? Faut-il craindre aussi une standardisation, je vais y arriver, de l'éducation? Et puis quels sont les freins, les limites aussi et les opportunités de l'IA dans l'école? On démarre tout de suite et on va poser ces questions à notre invité dans la première partie du talk. Et on en parle avec notre invitée, justement, Catherine de Villepière. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Évidence B. Alors, je l'ai dit, le sommet de l'intelligence artificielle démarre. Il a démarré il y a quelques jours seulement en France, à Paris. Vous en faites partie aussi, parce que l'intelligence artificielle, votre mari Thierry de Villepière est venu nous en parler régulièrement sur ce plateau, c'est au cœur de tout ce que vous avez créé, avec notamment Mia Seconde qui a été très médiatisée il y a quelques semaines, quelques mois notamment, mais aussi au cœur de votre engagement aussi, de votre expertise. Vous êtes donc allé il y a quelques jours seulement et vous allez le faire encore dans quelques heures sur ce sommet. Quel est pour vous l'enjeu principal de cet événement pour l'éducation et puis pour vous, Évidence B?
Alors effectivement, j'étais, comme vous le rappeliez la semaine dernière, sur la partie scientifique finalement du sommet qui a lieu à l'école polytechnique, au lieu évidemment de recherche s'il en est. Donc c'est vrai que pour nous l'enjeu, c'est qu'ils mettons la recherche en fait au cœur de nos produits. On s'appelle evidence-based, c'est-à-dire evidence-based. Donc effectivement, c'est d'être toujours finalement à l'écoute de des avancées finalement de cette technologie qui est l'intelligence artificielle au service des apprentissages. Donc effectivement, c'est pas un but en soi. Ouais. Nous, le but, c'est vraiment d'améliorer l'apprentissage des élèves à travers leurs professeurs et la classe. Et donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle autour des IA génératives, mais il n'y a pas que les IA génératives dans la vie, si je puis dire. Et c'est vrai qu'à Polytechnique, il y avait une série de symposiums qui montraient les limites, finalement, de ces IA génératives, leur richesse, et vers quoi on allait. Donc nous, pour moi, en tout cas, qui dirige l'innovation chez Evidence B, effectivement, c'est ça l'enjeu, de comprendre quel va être le meilleur moyen de rendre service aux élèves, d'améliorer leurs apprentissages. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, après être allé sur place, vous avez quelques réponses? Comment l'intelligence artificielle se révolutionne encore aujourd'hui? Alors justement, effectivement, nous, fondamentalement chez Evidence B, ce n'est pas des IA génératives qu'on a, parce que l'IA générative, ce qu'elle fait, si je veux résumer, c'est de répondre à des questions. Oui. Les élèves, il y a 90% aujourd'hui des élèves, 2 secondes, on le sait, qui utilisent l'IA générative ChatGPT pour faire leurs devoirs, pour répondre à des questions. Mais nous, en fait, on sait que pour apprendre, c'est pas répondre à des questions, c'est l'élève qui doit répondre à des questions. Donc, oui. La force de l'IA pour nous, c'est qu'elle pose des questions à l'élève. C'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre proposition. Donc, on utilise depuis longtemps, et d'ailleurs, c'est à court depuis longtemps, d'autres techniques. Et donc, effectivement, nous, aujourd'hui, on a ces techniques d'apprentissage par renforcement, par exemple, notamment dans notre collaboration avec l'INRIA de Bordeaux, avec Pierre-Yves Oudéier, dont on transfère la recherche depuis maintenant des années avec lui. Donc, c'est de l'apprentissage par renforcement. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous, ça va dans le sens, finalement, de ce qui a pu se dire à Polytechnique l'autre jour, c'est comment on va hybrider, en fait, des IA, c'est-à-dire tirer le meilleur de ces techniques, par exemple, d'apprentissage par renforcement, qui vont sélectionner le bon parcours d'apprentissage pour les élèves, pour donner à chaque élève, au bon moment, sélectionner la meilleure activité pour qu'ils comprennent mieux. Et comment on peut combiner ça avec de la génération de contenu, ce que font les IA génératives. Et les contenus que nous, on va générer, là encore, avec l'aide de laboratoires, c'est des contenus personnalisés, par exemple, des contenus de feedback, des contenus d'indices pour aider l'élève à encore s'améliorer. Vous voyez, donc c'est dans cette hybridation, en fait, que nous, on a notre futur, et de concert, en fait, avec, effectivement, ces labos qui explorent. Et Yann Lequin, notamment, la semaine dernière, évoquait que l'IA générative, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est pas le dernier mot de l'histoire, en fait. Bon, alors, donc, il y a effectivement encore plein d'évolutions, oui, voilà, et vous serez là pour nous en parler, bien sûr. Oui. Alors, c'est vrai qu'ici, dans l'École du Futur, sur ce plateau, on parle très régulièrement de l'intelligence artificielle dans l'éducation, mais si on grossit un peu la focale, si on prend du recul, l'éducation reste quand même encore souvent un sujet secondaire dans les grandes discussions de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez vu justement sur ce sommet de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle est au cœur des enjeux ou est-ce qu'on en reste encore un peu éloigné? Alors, moi, effectivement, j'étais enseignante donc, pendant assez longtemps. Donc, je connais le monde éducatif et effectivement, les enseignants, ils connaissent mieux que personne leurs élèves. Donc, finalement, quand une innovation arrive, les enseignants, ils savent s'en saisir de cette innovation, mais c'est tout à fait normal que les choses prennent du temps, en réalité. Donc, nous, on s'en émeut pas plus que ça. Ça pourrait parfois aller plus vite, voilà. Mais néanmoins, ça fait partie, finalement, du rôle qu'on estime avoir aussi d'accompagnement du changement. Donc, effectivement, l'éducation, elle pourrait être encore plus dans les enjeux. Les politiques pourraient prendre davantage la parole sur ce point. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est sans doute un petit peu normal dans cette rythmique-là. Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai, on peut se poser aussi la question, et peut-être qu'elles ont été posées lors du sommet, quels sont les grands défis aujourd'hui et les opportunités qui sont apportées par l'intelligence artificielle dans ce secteur de l'éducation aujourd'hui? Alors effectivement, là, ça reboucle avec finalement les constats que tous les enseignants font et ce que constatent aussi les grandes études internationales. Ouais. Les fondamentaux, lire, écrire, compter, ça reste indispensable et ça reste difficile pour tous les élèves du monde entier. On a tous nous c'est notre base de partir de ces connaissances
connaissances innées qu'on a, les sciences cognitives documentent ça. On a tous des capacités, mais de là à les transférer vers des concepts plus compliqués, c'est pas évident. Ouais. Et donc, c'est face à ces difficultés-là que finalement l'IA va pouvoir aider les enseignants à aider leurs élèves. Hein. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit, j'ai été enseignante longtemps. On a une classe devant soi avec 15, 20, 30. En Égypte, ils sont 80 élèves par classe. Comment aider chacun des élèves à aller finalement à approcher ces savoirs fondamentaux qu'il peut approcher, mais à son rythme. On a tous deux jambes pour marcher, on ne marche pas tous au même âge. Donc finalement, dans une classe, c'est la même chose. Et l'IA, l'adaptive learning, hein, cette personnalisation que vous avez mentionnée tout de suite, je crois que c'est une vraie opportunité pour les enseignants d'aider leurs élèves, pas du tout de les remplacer, de pouvoir détecter ce qu'a compris un élève, ce qu'il n'a pas compris. Je l'évoquais, l'apprentissage par renforcement. Nous, on a cet algorithme qui s'appelle ZPDES, hein, qui est là pour aider les élèves justement pour leur donner des parcours personnalisés. Ça, un enseignant, il pourrait le faire, mais encore faut-il qu'il puisse le faire pour chacun de ses élèves. C'est pas possible à la main. Et au fond, ce que l'IA va permettre de faire, c'est, avec certains bons usages, c'est de donner ces bons parcours d'apprentissage qui vont redonner confiance aux élèves. La confiance en soi, c'est un moteur est absolument essentiel. Un élève qui a confiance en lui, et c'est ça que permet notre algorithme, hein, l'algorithme qu'on utilise, il maintient les élèves à 80% de réussite tout le temps dans leur parcours. Ben ça, c'est un levier exceptionnel en fait, pour remettre en marche la boucle vertueuse de l'apprentissage. Ça ne suffit pas, il faut aussi des connaissances derrière, il faut aussi de l'expertise dans les activités. C'est pour ça que nous, on a des contenus experts, hein, et c'est pour ça que l'IA générative, avec ses hallucinations, n'est pas optimale hein, pour générer directement des contenus. Mais cette confiance de l'élève alliée à des contenus qui vont vraiment l'aider à progresser, c'est ça finalement qui est l'opportunité. Et quand un prof, il a des élèves qui arrivent dans cet état d'esprit, après, comme je dis souvent, il va pouvoir faire son métier, c'est-à-dire aller réaccompagner un élève qui n'a peut-être pas tout compris, aller faire des cours, pas passer son temps à corriger des tas de petites copies où là, la technique, elle peut faire de l'auto-évaluation. Les dissertations, les problèmes complexes de mathématiques, ça, c'est encore l'humain qui peut le faire. Mais toutes les autres évaluations, l'IA peut aider les enseignants et dans cette combinaison-là, pour accompagner donc le geste professionnel des enseignants, là, l'IA, elle constitue une opportunité. Elle prend toute sa part. Alors la France peut-elle, selon vous, justement devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation? Oui, moi je crois vraiment, c'est pas le seul pays hein, qui prend les devants. Nous, on est à l'international depuis toujours, je dirais, avec Singapour, et on a le plaisir d'accueillir d'ailleurs dans nos équipes des stagiaires hein, de NUS, de la grande université de Singapour, en lien avec PSL, hein, par Licence et Lettres, qui a créé un programme. Donc voilà, donc il y a l'international, Singapour, les États-Unis, etc. Mais oui, la France, elle est absolument capable de faire ça. D'ailleurs, nous, effectivement, on a été lauréat de plusieurs marchés. Vous évoquiez Mia Seconde, qui est un marché qui a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale et la DNE. Il y a les P2IA, on a été lauréat avec Adaptive Math. Voilà, tout ça, c'est vraiment des initiatives qui montrent que la France, elle a la volonté. C'est vrai qu'on peut toujours aller plus loin, ça c'est sûr. On peut aussi considérer que les succès engrangés déjà, j'évoquais ces 80% de réussite permanente. Voilà, nous on a des études aussi d'impact qu'on a faites sur Adaptive Math, hein, ce programme qui est aujourd'hui donc au cycle 2 pour tous les élèves et gratuitement à travers leurs enseignants de CP, CE1, CE2 sur les maths. On a, nous, des métriques et des mesures d'impact qui montrent qu'effectivement, les 15% d'élèves qui ont le moins bien réussi aux tests initiaux dans nos modules, en fait, progressent plus vite que les élèves qui ont le mieux réussi. Donc, c'est une manière d'endiguer le décrochage, hein, de maintenir les élèves engagés. Contrairement à ce qu'on pense parfois, le numérique bien utilisé, ça ne creuse pas les écarts. Hein, c'est une vraie opportunité pour, au contraire, les réduire. Donc voilà, tout ça, c'est quand même des beaux succès qui pourraient sans doute, du côté de la puissance publique, peut-être mettre un peu moins de timidité par moment à déployer. Hein. Il y a vraiment une volonté de déploiement qui vient des enseignants. Donc voilà, il faudrait sans doute accélérer un petit peu.
Ces solutions-là, c'est pas des médicaments mortels qu'il faut. Voilà, je crois que les preuves ont déjà été faites, surtout dans des propositions comme les nôtres où on part de la recherche. Voilà, mais néanmoins, il y a une vraie volonté claire de la France. Donc nous, on mise beaucoup là-dessus chez Évidence B et toute la filière aussi EdTech, qui est représentée par EdTech France, dont je salue ici les initiatives. Tout à fait. Voilà, et donc tout ça est un cercle vertueux. Voyez, pleine d'énergie aujourd'hui. Pleine d'énergie, je vois ça. Tant mieux. Ça fait du bien aussi. Bravo. En tout cas, le message est passé côté des pouvoirs publics. J'espère que vous serez entendus. On va continuer en tout cas à en parler ensemble toutes les deux. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Catherine de Vépierre d'Évidence B. Catherine, juste avant de reprendre nos passionnants échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous l'avez dit en introduction, un vent de fin du monde souffle sur la Bibliothèque nationale de France puisque vient d'y ouvrir une exposition intitulée Apocalypse, hier et demain, consacrée au dernier livre du Nouveau Testament. Comment envisageait-on le futur dans le lointain passé, celui de la Bible? En l'occurrence, c'est en effet la question que pose cette exposition de la Bibliothèque nationale de France, que l'affiche promet absolument explosive et qui retrace un millénaire de création lié à la fin du monde et à l'apocalypse, ce mot grec qui signifie, Philippine, je vous pose la question. Je ne sais pas du tout. Fin du monde, j'imagine. Dévoilement et révélation, absolument pas fin du monde. Dévoilement, révélation faite à un prophète du nom de Jean de Patmos au 1er siècle après Jésus-Christ, à un moment où le christianisme émergeait dans une communauté juive traumatisée par la destruction du temple de Jérusalem par les Romains et qui avait donc
probablement besoin d'un récit qui mette en perspective ces traumas des débuts de la chrétienté. Alors, est-ce que vous pouvez justement revenir sur ce qu'il contient, ce livre sur l'Apocalypse ? Alors, c'est une histoire qui n'a pas à pâlir des récits les plus inquiétants de la SF moderne. Et ça commence fort avec 4 chevaliers qui n'annoncent rien qui vaille. D'abord, un tremblement de terre qui noircit le soleil et ensuite colore la lune de sang, fait tomber les étoiles et ensuite oblige le ciel à se retirer. On a l'impression que Jean de Patmos avait prédit le trou de la couche d'ozone. Et ce n'est pas tout. Au cours de moult péripéties, les fleuves se font empoisonner avant qu'une armée de sauterelles géantes vienne corser l'histoire encore un peu plus. Ça rappelle aussi nos fleuves pollués et les nuées de sauterelles. Et on ne rappellera jamais assez tout ce que notre culture populaire doit à ces récits de l'Apocalypse. Le nombre 666, ce nombre que le diable inscrit sur les pécheurs, c'est l'Apocalypse. La bataille d'Armageddon, qui fera triompher le bien du mal, l'Apocalypse philippine. La Jérusalem céleste, où tout est bien qui finit bien, l'Apocalypse encore. Donc on se demande un peu si l'Apocalypse, c'est pas aussi l'inventeur du happy ending hollywoodien. Je suis bien d'accord, effectivement. Alors, quelles œuvres les commissaires d'exposition ont-ils choisi pour illustrer justement chacun de ces récits à la BNF ? Alors, des œuvres qui nous font faire un grand voyage dans le futur du passé, donc, et ce, depuis ce manuscrit de Saint-Sévère de l'an 1000 qu'on voyait animé tout à l'heure, où ces 4 chevaliers qui veulent en découvrir n'ont plus aucun secret pour vous, jusqu'à l'époque gothique ici, qui a l'air d'avoir inventé le clonage avec ses têtes de dragon démultipliées, l'époque moderne et les surréalistes, ici une œuvre faite peu après la Deuxième Guerre, dans un monde réduit en cendres, jusque ce livre de l'artiste citadine qu'on voyait, tout cristallisé, dont on ne peut plus saisir le contenu, et qui parle d'une culture humaine fossilisée, d'un monde d'après l'humanité. Qu'est-ce qui fait que ce récit, il a traversé les siècles, Jeanne ? C'est un méta-récit de la catastrophe. Et en cela, il a accompagné toutes les grandes périodes d'incertitude de l'histoire, et a fortiori celle amenée par l'avancée de la technologie. On n'entend jamais autant parler d'apocalypse qu'aujourd'hui. Et ça a commencé dès les années 1850. J'entends la technologie et ce qui s'y associe, où naît un nouveau genre littéraire, celui du récit post-apocalyptique, dont on est donc encore héritier aujourd'hui. Parmi ces auteurs de l'époque, le journaliste Victor Forbin envisageait la fin du monde comme un déluge de glace. On voit ici la tour Eiffel qui s'écroule face à une vague glacée dans laquelle se dessine un petit cheval qui rue, cheval de l'apocalypse évidemment, et dont nos films les plus récents ne font que répéter le modèle, celui d'un symbole de la puissance humaine défaite par les forces de la nature qu'on avait cru dompter. Bref, l'apocalypse d'hier, elle est toujours aujourd'hui, ou voire plus que jamais aujourd'hui, présente. Et je finirai avec des événements qui sont organisés autour de cette exposition de la Bibliothèque nationale de France. Alors, il y a une programmation à la Cinémathèque française que je vous conseille d'aller voir. Jusqu'au 2 mars, ça va de Murnau jusqu'à Mélancolia. Et aussi, pour comprendre l'apocalypse, on le voyait en bas, tout en s'amusant, la BNF a produit un jeu vidéo disponible gratuitement en ligne. Ça s'appelle Mission Apocalypse. Bref, vous pouvez dire à vos enfants d'aller y faire un tour. Ils n'ignoreront plus rien sur la fin des temps, qui arrivera peut-être un jour, mais l'important, c'est la révélation qui suit. C'est le jour d'après. Est-ce qu'on peut sauver le monde ? Vous avez essayé de sauver le monde avec ce jeu, entre autres ? J'ai sauvé le monde et c'est bon, on est et on va pouvoir continuer l'émission. Alors, et lancer tout de suite la deuxième partie du talk. Vous vouliez réagir peut-être, Catherine, à la chronique ? Oui, parce que moi, j'étais enseignante auparavant, enseignante de lettres. Alors, je pense que s'il y a certains de mes anciens cagneux qui écoutent l'émission, ça leur rappellera des choses. Parce qu'effectivement, par exemple, au 16e, il y a du Bellay qui a écrit un recueil de poèmes vraiment sur ce motif-là, en imaginant tous les monuments renversés, etc. Bon, voilà, on a survécu au 16e, donc je pense qu'on va survivre. Et je vous souhaite de survivre à cette émission, en tout cas. Et au sommet de l'IA. Il y a un peu de boulot en ce moment. Alors justement, l'IA, on va continuer à en parler avec vous, Catherine. Les neurosciences influencent de plus en plus, on en parle aussi régulièrement ici, le développement des outils éducatifs. Comment l'IA peut-elle s'inspirer d'une manière ou d'une autre de ces avancées ? Est-ce que vous utilisez les neurosciences chez Evidence B ou c'est pas encore votre... Alors nous, c'est au cœur de notre proposition, les neurosciences et les sciences cognitives. C'est-à-dire, nous, c'est même le commencement. C'est-à-dire qu'au commencement, il y a comment l'humain apprend. Alors c'est vrai que l'enseignement, c'est des bonnes
pratique depuis très longtemps et on commence, grâce aux neurosciences et aux sciences cognitives, plus largement, à ouvrir cette boîte noire. Il n'y a pas que l'IA qui est une boîte noire, le cerveau aussi. Ouais. Et donc à comprendre comment se fait la cognition humaine. Donc chez nous, il n'y a rien, mais rien, qui ne passe pas par du transfert de recherche en sciences cognitives et en neurosciences. Les contenus, mais aussi les fonctionnalités, les feedbacks, les tableaux de bord, etc. Donc tout ce qu'on crée, la gamification, tout ça, ça vient de ce transfert de recherche. Donc d'où c'est au cœur. Et c'est derrière que l'IA va pouvoir personnaliser les choses. Et d'ailleurs, même notre IA cœur, qui vient encore une fois de l'INRIA Bordeaux, le laboratoire Flowers, que dirige Pierre Evoudéier, il y a la moitié des chercheurs qui sont des chercheurs en IA, l'autre moitié, c'est des chercheurs en sciences cognitives. Et c'est comme ça que les IA sont modélisées, si vous voulez, c'est-à-dire vraiment alignés avec notre fonctionnement cognitif. Donc c'est comme ça qu'au cœur, je l'ai déjà évoqué, de cette IA, il y a la notion de motivation, de curiosité intrinsèque. On est tous, en tant qu'humains, on est curieux. C'est comme ça que on avance, parce qu'on n'est pas fini, en gros. Si on peut avancer, c'est qu'on est curieux d'autre chose. Et donc, c'est dans cette motivation-là que l'humain va aller puiser la force d'apprendre, en quelque sorte, et l'encouragement d'apprendre. Donc, c'est au cœur de tout ce qu'on fait, effectivement. Quelque part, c'est aussi peut-être rassurant le fait de se baser sur ces recherches, de montrer... J'imagine, je ne connais pas assez le secteur ni ce que vous faites, mais qu'en fait, quand on se base sur la recherche, finalement, on est quasiment sûr que ça va fonctionner, ce qu'on est en train de créer. Absolument, tout à fait. Alors, il faut que ces recherches soient documentées, c'est bien, nous, on part de là, mais c'est vrai que être sûr que ça fonctionne, moi, ça résonne tout de suite avec la notion d'impact. C'est-à-dire que, effectivement, nous, notre mission, si je puis dire, c'est que tous les enfants du monde qui ont les structures, comme tous les humains, d'apprendre les mathématiques, d'apprendre une langue, d'apprendre leur langue, en fait, y arrivent et deviennent pas forcément des médailles Fields ou des prix Nobel de littérature, mais au moins des citoyens éclairés qui puissent simplement être des humains dans le monde. Et ça, on en a absolument la certitude. Ça, c'est pas un doute. Le bébé, il naît avec la capacité d'estimer des quantités. Nous, on s'appuie là-dessus pour permettre à chaque enfant de gravir ces petites marches de la cognition. Il y a un mathématicien qui s'appelle David Bessis qui a écrit un livre que je recommande la lecture à tout le monde, qui s'appelle Mathematica, qui il s'amuse à dire, j'ai mon fils de 18 mois, il n'est pas encore très doué avec la cuillère. Pour autant, on ne va pas dire, il ne mange pas très bien avec ses cuillères, on ne va pas dire, il n'est pas fait pour la cuillère. Nous, il dit, c'est pareil pour les mathématiques, et on partage exactement avec les laboratoires avec lesquels on travaille cette conviction. Aucun enfant du monde n'est pas fait pour les maths, à commencer par les filles. Comme quoi les stéréotypes ont la vie dure. Exactement. Et les femmes en particulier, les filles, il n'y a aucune raison qu'elles ne sachent pas qu'elles soient plus littéraires que matheuses, etc. Donc le message est passé là aussi, on y va. Ça, c'est des Sciences Co qui le disent. Et j'imagine toutes les recherches aussi sur le sujet. Et alors, pour revenir justement à ce sommet de l'intelligence artificielle, on le voit dans les médias depuis quelques jours, tous les grands acteurs du numérique investissent massivement dans l'IA. Les chiffres le montrent aussi, la quantité d'investissement qui est faite en France, notamment sur le sujet. Ils investissent aussi massivement dans l'IA éducative. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Malgré tout, ça vient avec une question, comment éviter une privatisation du savoir au détriment justement de l'intérêt général? Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que vous en avez peur? Pas trop. Non, pas trop. Nous, notre modèle, justement, c'est pas ce qu'on appelle le B2C. On ne vend pas aux familles, on ne vend pas aux parents, parce que là, c'est un marché, on appelle ça quelquefois le marché de l'angoisse. On a tous envie, en tant que parents, que nos enfants réussissent. Donc là, c'est d'autres leviers qui s'agitent à ce moment-là. Nous, on fait donc du B2B, voire beaucoup du B2G, je l'évoquais tout à l'heure, le gouvernement, en France, mais pas seulement. Et donc, dans cette mesure-là, il y a vraiment la garantie de l'égalité qui est maintenue. C'est-à-dire que nous, par exemple, effectivement, on va vendre, que ce soit le Adaptive Math ou MIA, c'est déjà vendu au gouvernement, et ensuite, il y a un accès gratuit. En fait, le gouvernement achète pour les élèves. Donc, dans ce triangle-là, ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement spécialisés dans l'éducation le comprennent. Donc, nous, par exemple, on est accompagnés, comme on dit, financièrement par EduCapital, qui est un des 2 grands fonds européens pour l'éducation, et qui
valide totalement ce modèle du B2G, parce que c'est vrai que ce sont des marchés peut-être un peu lents, hein, effectivement, ce sont des cycles lents, mais en même temps qui sont la garantie, effectivement, comme vous le mentionnez, d'échapper à des gros décalages, des inégalités. Et ça, c'est vrai qu'il y a d'autres pays dans le monde, voilà, où il y a tout ce marché parallèle, des tuition schools, etc. Bon, bah, voilà, alors nous, on peut tout à fait aider aussi ces éléments-là, mais c'est un autre sujet. Donc moi, je ne suis pas craintive tant qu'il y a, en effet, la puissance publique qui va accompagner. Et c'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a des marchés de ce type aussi. Hein. Donc voilà, ça rend plutôt... Travailler juste avec la France ou avec d'autres gouvernements? Non, d'autres gouvernements, hein, donc que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit effectivement à Singapour, voilà, donc non, avec d'autres gouvernements, ou par exemple avec des éditeurs scolaires aussi, qui sont une manière d'accéder aux classes. Ah oui, c'est vrai. Sanoma, par exemple, hein, on a aujourd'hui un certain nombre de produits, y compris par exemple sur le latin. Enfin, c'est assez curieux, avec Sanoma en Italie, voilà, donc qui est le plus grand éditeur scolaire en Europe. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes un fleuron de l'EdTech en France. Vous êtes aussi présent et vous représentez la filière sur ce sommet de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je sais que l'agenda est très chargé, que vous y retournez d'ailleurs. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci en tout cas, Catherine de Villepierre, d'avoir été parmi nous. Je rappelle donc Évidence B. Merci à vous aussi, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Toujours des chroniques passionnantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, merci à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis, nous, on se retrouve tous les jours, bien sûr, et dès dès 12h30 et toujours sur School TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.